on aurait envie de te poser beaucoup de questions, mais on va le faire dans le courant du système. Mais là, je vais tout de suite passer la parole du côté des anesthésistes réanimateurs au président de l'ASFA, Jean-Michel Constantin. Comment tu vois, toi, tu te vois dans le bloc opératoire de demain, quelle va être ta fonction, ta relation avec l'ensemble de l'équipe opératoire? Comment tu vas fonctionner? Comment tu structures ça pour que ça marche? Et qu'il n'y ait pas, comme dit, des merdes, des difficultés et des blocages. Est-ce que les logiciels vont parler entre eux? Est-ce que quand tu parles du DICOM, il n'y a pas beaucoup de facilité d'entrer dans les DICOM si tu n'as pas le logiciel pour travailler avec? Donc, est-ce que les agences gouvernementales qui s'occupent il y a l'agence du numérique en santé, est-ce qu'elles travaillent sur l'interopérabilité des logiciels en santé? Ou est-ce qu'ils ne sont pas tous murés par des murs financiers et des empêchements de dialoguer? Je vous pose des questions parce qu'on n'est pas là juste pour se dire c'est génial, on a trouvé les trucs. Mais où sont les blocages? Parce qu'on parle du futur comme si on va y entrer facilement. Moi, je vois plein de murs. Coco, vas-y. Je pense qu'on a plein de murs. D'abord, merci. Je suis très honoré d'être dans ce monde de chirurgien, honoré par cette invitation. Merci. J'ai appris plein de choses déjà sur le peu que j'ai entendu. Je comptais commencer en disant qu'en venant dans une réunion sur la chirurgie 4.0 et sur l'IA, la technique, je pense que l'avenir du bloc 4.0, il passe d'abord par le facteur humain. Parce qu'avant que nos logiciels discutent, il faut déjà qu'on discute. Je crois que le fait que je sois invité en tant que président d'ASFAR, ça veut dire que la zone de front qui était en bloc opératoire historiquement est en train de se modifier en une zone d'interface, et je crois que ça, c'est déjà très très bien. C'est un vrai progrès, et probablement qu'on arrivera plus vite à se parler que nos logiciels se parleront, même si clairement ça doit être un objectif. Je crois que le bloc 4.0, donc c'est effectivement votre thématique et votre objectif. Moi, j'aimerais dire que pour qu'il fonctionne le bloc 4.0, il faut qu'on se mette tous dans la tête que le bloc 4.0, ça ne peut être qu'un moment du parcours patient 4.0. Les patients, ils ont une histoire avant, ils ont une histoire après, et ce qui se passe dans le bloc est majeur. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a jamais vu un malade venir au bloc pour se faire endormir, c'est sûr. Mais si demain on dit aux patients, vous n'avez pas besoin de passer au bloc, on va régler ça autrement, ils seront encore plus contents. Donc ce qu'on est obligé et amené à faire ensemble, il faut le prévoir. Tout ce qui est progrès technique, ça va aider, à la condition qu'il y ait d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on est au bloc opératoire, ce qui s'est passé avant, l'histoire du patient. Déjà, nos logiciels, nos dossiers patients, nos logiciels métiers communiquent. Ça, c'est quelque chose de majeur. Et qu'on puisse améliorer ce qui va se passer après en apprenant ce qui s'est passé en période. Je suis entièrement d'accord sur le compte rendu augmenté. Mais si on apprend, moi je passe l'essentiel de mon temps en réanimation, si on arrive à apprendre à H1 post-op qui a eu une petite éraflure sur grêle et qu'on l'apprend à H15, on va vachement avancer. Ça va nous changer la vie. Si on a tous en tête que la complication n'est pas une faute, c'est qu'il y avait un bout de grêle où il ne fallait pas, ben, si on se le dit, on va gagner. Il faut bien comprendre que la mortalité péropératoire, aujourd'hui, c'est anecdotique. On ne meurt plus de la chirurgie au bloc et on meurt quasiment plus d'anesthésie au bloc. Les complications et la mortalité, elle est à J2, à J3, à J4. Et si on anticipe J2, J3, J4 avec ce qui s'est passé, on aura énormément de progression. La part d'anesthésie, puisqu'on parle de l'infrastructure des blocs 4.0, elle est anecdotique. Je ne vais pas vous parler des révolutions technologiques de l'anesthésie. Ouais, on peut parler un peu des boucles informatisées pour la profondeur d'anesthésie, un peu de ventilation. On sait par exemple, quand on fait mieux la ventilation, on fait moins de tissu digestible. La chirurgien, c'est juste de l'inflammation qu'on traite là. Mais ça, c'est anecdotique. Les progrès qu'on a, quand on parle de jumeaux numériques, c'est sur la gestion de flux. Vous n'avez pas du tout abordé ça, la gestion du flux opératoire. Vous avez tous la difficulté à avoir des salles pour opérer. Là, on a une ANR sur la Pitié sur gestion de la programmation de la chirurgie urgente. Que ce soit pas celui la planification, que ce soit pas celui qui parle le plus fort qui ait forcément raison, que ce soit pas non plus celui qui a dit on fait comme
ça qui fasse, mais qu'on analyse les facteurs de risque, ce qui impacte le devenir. Donc ça, on est en train de travailler dessus, c'est hyper important. Si on a de l'interopérabilité, on peut profiter de l'anesthésie pour rendre encore plus de services en termes de santé publique. On commence à aborder la notion de consultation de C'est un stress extraordinaire pour l'anesthésie et la chirurgie, bien entendu. Si on sait ce qu'il y a en amont et que les données circulent, on peut profiter pour évaluer sur le plan cardiovasculaire quel est l'impact d'une anesthésie, d'une hypotension contrôlée. Si on a ces données, on peut voir quelle est la réponse ventilatoire et dire aux patients, attention, là, vous n'avez pas d'antécédents, mais nos données disent que probablement dans les 2 ans qui viennent, vous allez avoir des problèmes respiratoires, indépendamment de la sous-hypoïdienne que vous avez. Donc je crois qu'il y a vraiment un vrai travail à faire là-dessus, et le terme que nos données communiquent, c'est quelque chose de majeur. Le dossier patient, c'est une histoire extraordinaire, mais soit que qui le remplit? Personne ne va le remplir. Là, on est en train de travailler la SPA et les tutelles pour dire qu'il y a 12 millions d'anesthésies par an en France, donc il y a 12 millions de consultations. Si on déverse la consultation d'anesthésie, qui est un truc assez standardisé, c'est pas de la médecine interne, et si on déverse ces données dans le dossier patient, on saura tous quels sont les antécédents, les risques, et le devenir post-opératoire immédiat des patients. C'est une alimentation extraordinaire. Quand on verra nos patients, on les verra plus de la même façon. Ça, c'est disponible demain. Donc c'est juste de la communication, peut-être entre nous, avant et en même temps que nos logiciels. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai pris 3-4 points pour vous discuter parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Mais on peut, sur un plan de santé publique, on peut profiter de ce moment passé au bloc pour un, traiter évidemment ce pourquoi la patient est venue, mais 2, pour rendre un service sur la santé publique. On a un problème de médecine de prévention, qui est mondial, mais qui est quand même très français. Moi, comme je vous disais, je passe mon temps en réanimation, donc on s'amuse en réa, mais si on regarde sur le plan de la santé publique, c'est nul la réa. Avec la mortalité qu'on a, les complications qu'on a, c'est vraiment pas bon. Si on veut sauver des vies, il faut qu'on fasse de la prévention, et donc profitons de l'interface bloc pour prévenir ce qui se passe derrière. Et donc globalement, je crois que, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est une super... On est au bon moment, je crois qu'on a un moment où on va pouvoir faire plein de choses sympas, parce que, 1, on se parle, 2, sur le plan technologique, c'est extraordinaire. Alors si je faisais mauvais esprit, je dirais, c'est génial que le robot vous dise dans 15 minutes c'est fini, parce que le nombre de chirurgiens qui finissent toujours 2 heures après ce qui était prévu, c'est fréquent. Mais de la même façon que les anesthésistes mettent beaucoup de temps à conditionner les malades, si on arrive à rationaliser ça, c'est génial. On pourra faire plein de choses. Et donc ce moment est hyper excitant. Communiquons, faisons communiquer nos données, et je suis sûr qu'on rendra des services et qu'on améliorera l'expérience patient. À la fin, on est là pour ça. On ne parle pas de mortalité, on parle d'améliorer l'expérience patient et de diminuer les complications à long terme de ce qu'on génère. Et c'est plus beaucoup de mortalité, mais quand même ce qu'on génère en termes de handicap, de PTSD, de manque de retour à la vie d'avant, c'est assez important. Et je pense que le challenge de la chirurgie 4.0 et de la médecine périopératoire 4.0, c'est d'améliorer le devenir de patient. J'en profite pour conclure, pour dire qu'on lance les états généraux de la médecine périopératoire. On a invité l'Académie de chirurgie. Ce sera le 18 juin à Sorbonne Université, et on espère qu'on pourra discuter ensemble de l'optimisation des patients en périopératoire. Merci de m'avoir invité. Alors, moi je vais parler de mur, toi tu as parlé de porte ouverte finalement. Et la porte ouverte, c'est l'intercommunicabilité, et c'est facteur d'acculturation au dialogue, essentiellement. Et ça, c'est que les chirurgiens et les anesthésistes partent ensemble, c'est déjà un truc où quand ça se passe pas bien, c'est une horreur. Et notre mission de l'Académie de chirurgie, c'est souvent de rappeler le rôle de l'humain, de l'éthique, du comportement, au-delà du 4.0, il faut qu'on reste d'abord des amis d'Aristote et de Platon, et être capable de dialoguer, de comprendre, de mieux comprendre les blocages, pourquoi ça ne marche pas. Et ça, c'est une volonté qui doit être éduquée très tôt. Je pense que malheureusement, dans les formations des jeunes, ça manque probablement un peu de ce côté-là, d'insister sur cet aspect psychologique du métier, comment travailler ensemble. Comment travailler ensemble. Le comment travailler ensemble est un vrai problème. C'est quelque chose de majeur. Et personne n'a tort, personne n'a raison. C'est juste qu'on effectivement, on a
pas la formation pour cette gestion du travail en équipe. Et quand je dis en équipe, c'est l'équipe hospitalière au sens large ou l'équipe de bloc, selon où on met le zoom. C'est effectivement un point crucial et on se rend compte que quand on travaille bien en situation de crise, c'est plus facile d'apprendre à travailler sur les situations de crise. On a bien vu pendant la crise Covid, on a tous bossé ensemble. Quand on sait gérer la situation de crise, on améliore le quotidien. Et en fait, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et Eric, tu réagis? Tu veux peut-être... Alors moi, juste rebondir sur... Oui, ce que je trouve passionnant dans ce que tu as expliqué, c'est l'histoire de la consultation médicale endormie. Ça, je trouve ça extraordinaire, c'est un truc auquel je n'avais pas du tout pensé, c'est-à-dire qu'en fait, on est capable de prédire avec pas mal d'années d'avance ce qui va se passer, et c'est vrai que dans le plan de prévention là, qui est soutenu par l'ISALTER, c'est extraordinaire, c'est qu'on fait un nombre de prothèses totales de hanches, de hernies, de choses comme ça qui sont opérées, bah, c'est de la médecine préventive, on va savoir ce qui va se passer pour ces gens. Ça, je trouve ça passionnant. Et maintenant, en effet, je crois qu'on est tous d'accord, c'est-à-dire que là, maintenant... il faut que les chirurgiens, les anesthésistes se parlent. Je crois que ça va quand même beaucoup mieux que ça a été il y a quelques années. Enfin, moi, j'ai des super bonnes relations avec les anesthésistes. Et dans mon métier, c'est absolument indispensable parce que ce n'est que de l'hémodynamique. Donc, si on ne travaille pas ensemble, bah, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc, mais oui, je crois que c'est pour moi... Enfin, on va vraiment indiscutablement dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on va dans la bonne direction. Maintenant, je vous dis, le sujet, c'est aussi... qu'on arrive vraiment à avoir, pas uniquement des chirurgiens, mais aussi des endoscopistes et des radiologues qui travaillent au même endroit. Ça, je pense que ça va être plus difficile que le reste. Et si je fais, on a une analogie européenne, on est un peu chirurgien anesthésiste, le couple franco-allemand, c'est-à-dire quand le couple fonctionne bien, ça tire tout le monde derrière. Et les radiologues, les endoscopistes, et les rééducateurs, et tout ça. Donc, à nous de fonctionner correctement. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Christine Schibler, directrice générale de la Fédération hospitalière privée, parce que c'est important d'avoir le regard de ceux qui dirigent les établissements. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais interpeller encore Gaillet, Brice, est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir Maestro dans mon hôpital, comment je fais en France pour équiper mon bloc opératoire avec un robot créé par un Français, développé maintenant beaucoup par une société un peu nord-américaine. Comment est-ce qu'on va travailler? Non, français, société française. Bon, alors, on va s'expliquer parce que où est le marché aujourd'hui? Comment travailler avec? Comment organiser finalement cette chirurgie de demain, aujourd'hui, avec les difficultés organisationnelles, financières, réglementaires, etc.